Bonjour et bienvenue en Tête-à-Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité est le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi. Il est avec nous depuis Vienne. Merci beaucoup, Monsieur Grossi. Bonjour, mon plaisir. Monsieur Grossi, depuis quelques jours, Israël frappe l'Iran et notamment des sites nucléaires. Il y a d'abord eu des frappes sur Natanz, puis la ville d'Ispahan. Et ce mercredi, on a annoncé qu'il y a eu des frappes sur deux nouveaux sites nucléaires. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'il s'est passé? Quelles sont vos informations sur ces derniers raids israéliens? Oui, merci. Depuis le début des opérations, la semaine dernière, on avait et on avait informé la communauté internationale à propos des frappes qui avaient atteint trois installations, ou plutôt deux. Je vais donc clarifier. D'abord, l'installation d'enrichissement d'uranium et d'autres activités à Natanz. Là-bas, on a vu la destruction complète d'une installation d'enrichissement d'uranium en surface et aussi toutes les installations électriques de ce site-là. Et par conséquent, on est arrivé à la conclusion que les halls des cascades d'enrichissement situées de façon souterraine auraient dû être atteints au même temps. Par la suite, on a raffiné encore cette analyse pour dire qu'on était en mesure d'affirmer qu'il y avait des images assez claires qui démontraient l'existence des frappes directes sur les installations souterraines aussi. Donc notre conclusion, évidemment, c'est que les sites de Natanz a été gravement atteint et peut-être n'est plus opérationnel. Isfahan, donc là-bas, une autre installation importante en Iran, où des installations de fabrication de combustibles, de traitement d'uranium et conversion d'uranium en plus d'un laboratoire chimique ont été aussi détruits. Et reste l'installation de Fordo, où des importantes capacités d'enrichissement existent aussi souterraines dans la montagne. Et sur cette installation-là, on n'a pas d'indication fiable d'attaque. Aujourd'hui, on est arrivé à la conclusion que des installations additionnelles, une située au village de Karaj, dédiée à la fabrication des composantes et des centrifugeuses, a été attaquée et gravement affectée, je dirais presque détruite complètement. Et une autre installation aussi consacrée à la fabrication des composantes pour de centrifugeuses a été aussi frappée. Donc, dans ces deux cas d'aujourd'hui, il s'agit plutôt des attaques sur les capacités des productions des centrifugeuses. Donc, c'est ça la situation au jour d'aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire que d'ores et déjà, Israël a affaibli le programme nucléaire iranien, l'a retardé? C'est l'objectif affiché. L'objectif, c'est même de l'éliminer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que, en effet, l'Iran a perdu des capacités et peut-être la capacité de construire une bombe si telle était son intention? Bon, il y a une partie objective et une partie spéculative dans ce que vous mentionnez. Je crois que objectivement, on peut dire qu'il y a eu évidemment une réduction dans les capacités iraniennes. Je viens de mentionner toute une série d'installations importantes qui ont été détruites ou sérieusement affectées par des attaques. Donc, il y a des limitations. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas été attaqués. Et pour le reste de votre question, c'est une question subjective. Nous avons affirmé, et dans mon rapport il y a
une semaine pour le Conseil des gouverneurs de l'AIEA que bien que l'Iran est un pays, le seul pays au monde qui est en train d'enrichir l'uranium à des niveaux presque militaires, c'est-à-dire les degrés d'enrichissement qui est nécessaire pour avoir une bombe nucléaire, et on n'est pas en capacité de dire qu'il existe donc un effort direct vers la fabrication d'une arme nucléaire. Donc là, on est au courant des interprétations diverses, mais nous, en tant qu'inspecteurs sur place, on ne peut pas affirmer ça. Le reste, c'est dans les domaines des intentions. Et là, c'est pas mon domaine ni mon intention. C'est peut-être aux pays, aux différents pays, en commençant par les belligérants, de dire ce qu'ils pensent qui est en train de se passer ou qui était en train de se passer en Iran. Ouais, le Premier ministre israélien semble avoir une idée très claire. Il a affirmé que l'Iran avait la capacité de construire 9 bombes et il laisse entendre qu'il aurait fourni des informations, notamment aux Américains, selon lesquelles, en gros, vous n'auriez peut-être pas vu ce qui était vraiment en train de se passer en Iran. Est-ce que vous pensez que c'est une accusation valable ou est-ce que ça peut rappeler certaines spéculations, par exemple en 2003 par rapport à l'Irak et tout ça? Ah, peut-être un peu de tout ce que vous venez de mentionner, Monsieur Perelman. Ça, c'est une guerre, une vraie. Donc, c'est clair que les déclarations, en particulier des belligérants, seront toujours alignées aux intentions militaires. Moi, je dois donc me limiter à ce qu'on peut inspectionner et ce qu'on peut voir sur place. Et nous menons un effort dédié et très minutieux, moi je dirais, d'inspection en Iran depuis des années. Et c'est vrai que dans les passés, vous mentionnez 2002, 2003, etc., c'est une longue histoire, n'est-ce pas? Donc, il y a eu des moments, et en particulier à cette époque-là, que vous mentionnez, où c'est vrai qu'il existait un plan systématique orienté à la fabrication d'armements nucléaires. Et en ce moment, ce qu'on a, et c'est préoccupant, et moi je l'ai dit, et on l'a dit très clairement, c'est préoccupant qu'il existe la matière, le matériel nécessaire pour ces nombres-là, peut-être un peu plus, un peu moins, d'ogives nucléaires. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres activités, d'autres composants non nucléaires, si vous voulez, qui sont nécessaires pour arriver à avoir une tête nucléaire qui explose. Donc, et c'est là que peut-être il y a des interprétations différentes. Nous avons fourni toutes les informations nécessaires et nos conclusions sont claires. À partir de là, tout ce qui est lié aux intentions et aux hypothèses, c'est voilà, dans les domaines nationaux. Alors, il y a une question qui vous concerne directement, c'est évidemment la question de la sûreté nucléaire, parce que d'après, en tout cas, le droit international, les frappes israéliennes sur des sites nucléaires sont illégales, mais il y a aussi la question d'un accident nucléaire, d'une contamination. Est-ce que vous êtes inquiet parce que des frappes, même précises, même bien téléguidées, peuvent déclencher une catastrophe? Et évidemment, c'est une question qui nous préoccupe énormément. Donc c'est pour ça que nous suivons de manière détaillée ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on analyse au cas par cas, en particulier en essayant d'avoir une évaluation radiologique. Donc les hypothèses, qu'est-ce qui pourrait arriver si telle ou telle installation était atteinte. Évidemment, ça fait partie de nos responsabilités en tant qu'agence internationale de l'énergie atomique. Donc, un peu, si vous voulez, si vous permettez l'analogie, comme dans le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où nous nous préoccupons et nous agissons aussi pour éviter ça. Donc, nous avons cette préoccupation-là, nous suivons et on a fourni des informations par exemple, à propos de degrés
contamination dans les cas des installations qui ont été déjà atteintes. Donc j'ai informé, y compris les conseils de sécurité des Nations Unies, vendredi dernier, et en informant que pour l'instant, pour l'instant, les degrés de contamination est très très limité. Mais voilà, il y a d'autres installations et on espère que on pourra retourner à la table de négociations diplomatiques avant qu'un accident nucléaire ou avec des conséquences radiologiques ait lieu. Raphaël Grossi, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Vienne et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.